bienvenue sur le plateau de Village Semences by Semae pour ce dernier numéro de Cook Midi. Cook Midi, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la cuisine simple au naturel. Et aujourd'hui, je pourrais presque dire aussi de la cuisine végane. Bonjour Anne Reverdy. Bonjour. Comment allez-vous depuis quelques temps, puisqu'on s'était revus l'année dernière pour l'émission Cook Midi, voilà. Sur un autre plateau. C'était tout aussi sympathique. Absolument. Alors, aujourd'hui, qu'allez-vous nous faire avec le produit du jour qui est, il faut le rappeler, le sarrasin. Alors certains l'appellent le blé noir. On l'utilise d'ailleurs dans toutes sortes, dans l'alimentation humaine, mais aussi dans l'alimentation animale. Et au Japon, on fait même d'ailleurs, on l'utilise, vous savez pourquoi faire ? Oui. Pour rembourrer les oreillers. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de bien dormir, mais moi, je ne suis pas persuadée. Alors, je n'avais pas la même version. On en fait un excellent thé aussi. Donc, avec le sarrasin, qui n'est pas une céréale, on appelle ça une pseudo-céréale, c'est une fleur, en fait. Eh bien, on fait toutes sortes de recettes. Et dans les pays asiatiques, on fait un excellent thé à base de céréales à base de sarrasin torréfié. Voilà. Et on peut aussi l'infuser. Moi, j'ai goûté des infusions de sarrasin. C'est juste incroyable. C'est très très bon. Un petit côté fumé qui n'est pas désagréable. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire avec du sarrasin ? Je vais faire ce qu'on appelle des burgers végétaux, entièrement végétaux. Donc, il n'y a pas une seule protéine animale, puisqu'on a déjà une protéine céréalière avec des patates douces, de la crème végétale et un peu de poudre de perlimpinpin. De la crème végétale, c'est-à-dire C'est de la crème de soja, là. D'accord. Voilà. Et la poudre de perlimpinpin, c'est quoi ? C'est un petit peu de curry, du poivre, du sel, quelque chose de très simple. Voilà. Et ça, c'est une recette simple à préparer ? Oui. Je vais la préparer là. Bon, j'ai cuit le sarrasin un petit peu en avance parce que on le fait cuire combien de temps ? Alors, ça se cuit 15 minutes une fois que l'eau est à ébullition. Et on laisse reposer 10 minutes pour que la céréale s'installe. C'est un peu comme la viande ou le poulet, pour que ça s'installe. Et elle est consommable aussi bien chaude que froide. On peut la faire sauter avec un petit peu de matière grasse ou on peut en faire des salades. Alors, je vous laisse faire. Je vous rappelle le challenge, une demi-heure. Un peu moins d'une demi-heure maintenant, 27 minutes. Et on se retrouve régulièrement dans cette émission pour faire le point sur l'avancée de cette recette. À tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter aussi nos invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau de Cook Midi. Alors, on ne va pas parler forcément uniquement de sarrasin, mais on va aussi parler de sorgho avec vous, Eudes Coude. Bonjour, Eudes. Bonjour Philippe. Alors vous êtes agriculteur en Île-de-France, près d'Étampes, ce qui nous rappelle d'ailleurs que l'Île-de-France est aussi une grande région agricole. Et vous cultivez, vous, une plante qui n'est pas forcément francilienne, c'est le sorgho. Expliquez-moi ça. Tout à fait. Le sorgho, c'est une plante qui est la 5e céréale la plus cultivée au monde. Donc on la trouve dans l'ensemble de la planète et très peu en Europe et très peu en France. Depuis 5 ans, on a un nombre d'assolements qui augmente sur le sorgho et on l'observe principalement dans l'ensilage pour les animaux, pour l'alimentation animale. Et nous, on est parti sur notre ferme sur l'autre aspect du sorgho, c'est l'aspect alimentation humaine. Donc, on va chercher à cultiver le sorgho pour ses graines. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'on fait avec les graines de sorgho. Avec plaisir. Emmanuel Hamel, bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Alors vous venez des Hauts-de-Vosges. Oui. Et vous allez nous parler charcuterie artisanale, puisque vous représentez la maison Pierrat, médaillée au concours général agricole. Quelle médaille pour quel produit ? Alors cette année, nous avons eu le plaisir d'avoir la médaille d'or pour la saucisse viennoise. Donc c'est une saucisse qui ressemble à une knack et qui est composée de 10% de veau et le reste en porc. Et on a eu une autre médaille pour la saucisse knack, justement, qui elle est composée de 10% de bœuf et le reste en porc. Et cette charcuterie artisanale, j'allais dire charcuterie artisanale et familiale, elle est située à quel endroit ? Alors elle est maintenant située au Tauly, donc à Le Tauly. Alors je dis maintenant parce que c'est une charcuterie familiale, on va dire ancienne. Donc ça fait 4 générations qu'elle existe. Elle a démarré donc dans la ville de Gérardmer, puis à Jussarru, donc pas loin dans les sapins, et depuis 12 ans, donc à Le Tauly. Et est-ce que justement ça change quelque chose quand on est installé à tel ou tel endroit dans la façon de fabriquer la charcuterie ?
Alors de toute façon, justement, là où elle était installée au départ et encore maintenant, parce qu'on est à 10 minutes de l'endroit de départ, donc Gérardmer est entouré de sapins, de montagnes, et c'est pour ça que la famille Pierrat fume à la sciure de sapin depuis toujours. Et les saucisses que vous nous avez apportées, qu'on va voir à l'image, c'est justement ces saucisses qui sont élaborées avec de la sciure de sapin, enfin fumées à la sciure de sapin. Tout à fait. Alors, on a une grande gamme, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, de produits fumés au sapin. Donc, la saucisse au couteau, en fait, c'est une saucisse traditionnelle qui, en fait, dans les fermes dans le temps, les familles les plus aisées avaient tout un cochon. Et au moment de tuer le cochon, bien sûr, ils récupéraient toute la partie boyau et sang pour faire le boudin et le boyau pour l'utiliser ensuite pour la fabrication des saucisses et d'autres produits. Et donc la saucisse au couteau, en fait, ils récupéraient des morceaux nobles du porc qu'ils coupaient au couteau, rajoutaient très peu de gras, mettaient du cumin. Et c'était une saucisse qui faisait fumer puis sécher pendant l'hiver pour pouvoir la déguster le plus longtemps possible. Et donc ça, cette spécialité-là, la charcuterie Pierrat, bien sûr, a voulu poursuivre cette tradition. Voilà, et là aujourd'hui on n'attend plus tout l'hiver pour qu'elle soit prête à être consommée. Le process est quand même un petit peu accéléré. Oui, bien sûr. Maintenant on a aussi des outils très pratiques qui s'appellent le réfrigérateur ou le congélateur. Donc c'est vrai que cette saucisse on peut l'acheter toute l'année, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on parle de l'alimentation humaine et du sorgho. C'est vrai que quand on parle du sorgho, on ne pense pas forcément à la région d'Étampes et à la région parisienne, on pense plutôt au sud du sud du sud, c'est-à-dire plutôt en Afrique. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de cultiver du sorgho en Île-de-France ? Alors, avec mon frère, on s'est installé en 2016 sur l'exploitation familiale, où on est aussi la 4e génération à cultiver notre ferme. Et on est parti dans l'idée d'accompagner notre ferme dans une transition écologique et de chercher des plantes qui répondent à plusieurs critères selon nous, et notamment la transition et le respect de la ressource en eau. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est un grand consommateur d'eau et les plantes que nous cherchons à cultiver doivent répondre à cette exigence. Comment cultiver et faire de l'agriculture de demain sans consommer d'eau ? Et le sorgho en fait partie. Mais alors le sorgho, on en fait quoi ? Parce que vous parliez tout à l'heure de l'alimentation animale, mais pas que, je suppose. Tout à fait. Donc en alimentation humaine, donc on a ce sorgho. Donc le sorgho animal, pour l'alimentation animale, on va plutôt s'en servir comme l'ensilage de maïs. Et le sorgho à destination humaine, on va plutôt favoriser ce qui est graines. Donc on a un sorgho qui fait 1,20 m à peu près et qui produit des graines. Ce sorgho, on va pouvoir soit le manger en graines, soit en faire de la farine. Parce que c'est au niveau sorgho, c'est une plante qui, au niveau des céréales, tous ses autres cousins, au final a pris tous les avantages de ses cousins sans les inconvénients. Donc on est sur une plante sans gluten, riche de 8 acides sur 9, parmi les 9 essentiels dans la nutrition. On est sur une plante qui, on n'a pas besoin de traiter, qu'on soit en conventionnel ou en agriculture biologique, on ne va pas traiter le sorgho. On est sur une plante qui est 3 fois moins gourmande en engrais que le blé, par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la transition écologique des fermes, elle prend toute sa place. Mais alors, quand vous disiez c'est sans gluten, ça pose un problème parce que, par exemple, pour la panification, on a besoin de ce gluten. Donc, quels sont les débouchés ? Alors, dans la panification, on peut faire du pain ou on peut faire des gâteaux, des tartes, des préparations sans gluten. Ce qu'il se faut derrière, c'est compléter soit avec du levain pour faire un pain, soit avec de la levure, soit à rapporter un peu plus de matière grasse ou un peu plus d'œufs en fonction des préparations que l'on fait. Donc, il y a toujours des alternatives pour manger et réaliser des recettes sans difficulté. Alors, on va continuer à parler et de sorgho et de charcuterie, mais avant cela, moi, je vais retourner sur le plateau, retrouver Anne. La recette est en train d'avancer bien. Je commence à sentir un petit peu la chaleur de la poêle, mais également ce que vous êtes en train de nous préparer là. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis en train de mélanger du sarrasin, le yaourt, enfin la crème végétale que j'avais prise, un petit peu d'oignon et surtout de la patate douce râpée qui donnera une petite douceur et aussi du liant, du moelleux.
Alors moi, la patate douce, je l'utilise essentiellement pour faire des purées. Vous, vous l'avez râpée assez gros? Oui. Ça tient ou ça va fondre un peu comme quand on fait du purée? Ah non, ça va se tenir. D'ailleurs, votre patate douce, dorénavant, vous pouvez très bien la couper en deux, la strier, mettre un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre au four et vous la laissez cuire toute seule au four. Et après, avec une petite crème, c'est très très bon aussi. Alors là, à partir de ça, ça va être, j'allais dire, votre steak végétal, il est là. Exactement, il est dans je vais le rassembler et puis en fait, je vais en faire un petit pavé, comme ça, qui a la dimension de mon bun. Et puis, je vais les poêler, 6 minutes de chaque côté. Donc finalement, une recette assez simple à faire. C'est très très simple. Allez, je vous laisse parce qu'il va falloir commencer à faire poêler les steaks végétaux et on se retrouve dans un instant. Eudes, quand on parle de sorgho, est-ce qu'il y a aujourd'hui, comme pour le blé, comme pour le maïs, comme pour le tournesol, comme pour les oléoprotéagineux, une filière organisée? Alors, il y a une filière organisée surtout pour l'alimentation animale. Il y a plusieurs coopératives en France et notamment dans les Yvelines qui collectent du sorgho pour l'alimentation animale. Pour l'alimentation humaine, on n'en est qu'aux prémices. C'est une plante qui est innovante, qui arrive sur le marché européen et français et qui commence à s'organiser. On est qu'aux prémices, on est pour l'instant les seuls producteurs en Ile-de-France à faire du sorgho à destination de l'alimentation humaine. Donc dans les années futures, oui, il y aura des organisations et une filière qui va réellement s'installer. Alors vous, votre sorgho, il est transformé comment? Il part dans quel circuit après? Et quelles sont les entreprises avec qui vous travaillez? Alors nous, c'est notre 3e année de production de sorgho. Actuellement, on est équipé d'un moulin à la ferme, donc on le transforme notamment en farine, et puis on vend en sorgho grain, tout en circuit court. Donc pour restaurateurs, pour des particuliers, et puis on essaye de développer pour un plus grand public, pour une alimentation saine et équilibrée, comme la restauration collective par exemple. Et par exemple pour le grand public, il faut venir chez vous près des temples pour le trouver, votre sorgho? Alors notamment oui, pour l'instant on a peu de points encore de distribution, donc principalement c'est autour de la ferme ou dans les salons et marchés autour de la ferme. Et vous avez dû faire, je suppose, des fiches recettes avec, parce que moi, vous me donnez du sorgho, demain, je ne sais absolument pas quoi en faire. Alors exactement, on a tout un book de recettes avec nos différentes farines et différentes productions, parce qu'on est sur la ferme, on est parti que sur des plantes vraiment spécifiques, et donc on accompagne en effet sur la dégustation et sur des fiches recettes. Après, en utilisation, c'est très simple, parce que ça va se cuire comme des lentilles. En texture, en bouche, on va aller chercher la texture de la lentille. Et le grand avantage du sorgho, c'est que comme c'est comme le riz, ça a un goût neutre. Donc c'est l'assaisonnement qui va faire le goût du sorgho. Donc on ne peut que aimer le sorgho parce qu'on va le faire à sa sauce. Alors Emmanuel, on va parler charcuterie parce que vous avez eu effectivement ces médailles au concours, mais chez vous, dans les Hauts-de-Vosges, on ne fait pas que de la saucisse, hein. Alors, faites-nous rêver, faites-nous saliver. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans les rayons? Oui. Alors, je voudrais vous parler justement d'un produit qui est phare chez nous et très spécifique. C'est le jambonneau arrière cuit au foin. Oh là, alors expliquez-moi ça. Oui, alors en plus, il y a vraiment une belle histoire derrière cela. Donc, dans le temps, il y avait beaucoup de fermes autour de Gérardmer, donc là où on est situé, et certaines d'entre elles cultivaient le lin. Et donc on avait des usines pour traiter ce lin qui faisait du tissu, et voilà. Alors pourquoi j'en viens là? Parce que dans les fermes, il y avait aussi des porcs, des beaux jarrets qui étaient dans leur fumoir. Et dans le temps, quand il y avait une fille à marier dans une ferme, il fallait que le futur prétendant aille demander la main de cette jeune femme. Donc il toquait à la porte, il était accueilli par la maîtresse de maison, qui l'envoyait vers le père pour discuter. Et là, ça rigolait plus? Ça rigolait plus. Là, ça parlait sous. Et donc, la maîtresse de maison faisait quelque chose de beaucoup plus agréable. Elle allait chercher son jarret dans le fumoir. Elle allait chercher une bonne poignée de foin dans son grenier. Et puis, elle allait justement prendre ce fameux linge de Gérardmer. Et elle mettait le foin, le jarret, elle refermait soit d'une grosse couture. Et elle mettait ça dans un chaudron qui était dans la cheminée, dans l'eau. Et elle recouvrait encore de foin.
Et pendant que ces messieurs se mettaient d'accord, eh ben, le jarret, le jambonneau chauffait. Et quand tout était prêt, la famille du jeune homme rejoignait la ferme. Et donc, en mangeant ce bon jambonneau au foin, avec des pommes de terre et du chic, donc le chic... C'est quoi ? Ah, c'est quoi le chic ? Oui, c'est quoi ? C'est le fromage blanc faisselle dans lequel on mélange donc du sel, du poivre, des échalotes et de la ciboulette. Voilà. Et donc, il fixait la date des fiançailles des futurs époux. Voilà. Donc, on prenait déjà quelques calories rien qu'en faisant sa demande en mariage. Voilà. Et puis donc, donc aujourd'hui, ce jambonneau, vous le remettez au goût du jour? Ah oui. Donc, dans les années 90, Madame Pierrat, quand elle a lu cette tradition, elle a dit j'ai tout pour faire. Donc, bien sûr, le jarret, le jambonneau. Et donc, le jambonneau, il est cuit dans du foin, donc dans une poche de cuisson. Et donc, il suffit juste de le remettre à chauffer et puis de revivre cet instant. Ce que vous me dites, c'est que chez vous, c'est une affaire de femme, la charcuterie? Alors, pas tout à fait. Il y a eu donc l'arrière-grand-père de Stéphanie Pierrat, puis son grand-père, son papa. Et là, c'est elle. Et la bonne nouvelle, c'est que sa fille, donc Cécilia, vient de rejoindre l'entreprise. Formidable. Formidable. Ce qui prouve que c'est un métier aussi qui peut se conjuguer au féminin. Complètement. Et il y a aussi, alors je suppose qu'en dehors de ce produit, il y en a encore plein d'autres dans les rayons à découvrir. Il faut venir, venir chez vous dans les Vosges. Voilà. Il y a des boutiques, comment ça se passe? Alors en fait, dans les 2 premières générations, donc c'était bien sûr la boutique à Gérardmer, très familiale. Et donc après, donc le papa de Stéphanie a vu que ça prenait de l'ampleur. Et il a vu aussi qu'une autre mode de consommation se développait. Donc il a voulu s'adresser aussi aux professionnels. Donc, il a créé le premier atelier aux normes sanitaires donc à Jussarru. Donc, c'était le premier au niveau de la charcuterie. Donc, beaucoup d'ambition. Et là, bien sûr, c'était qu'une clientèle professionnelle. Et depuis 12 ans, on a la chance de s'adresser à nouveau aux clients particuliers avec la boutique qui s'appelle Le Vosgien Gourmet. Alors moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. On a vécu 1 an et demi un peu bizarre, on va dire, pour dire les choses gentiment. Et on a vu que les consommateurs, ils revenaient à la base. C'est-à-dire qu'ils n'allaient plus forcément au supermarché parce que les supermarchés souvent étaient fermés et ils allaient dans les fermes. Est-ce que vous avez vu, vous, dans votre charcuterie, vous, dans votre ferme à Étampes, des consommateurs revenir vers vous? Tout d'abord dans les Hauts-de-Vosges. Alors dans les Hauts-de-Vosges, en fait, l'entreprise est située pour la partie boutique et vente en particulier, parce que c'est ça que vous parlez. Au niveau des clients professionnels, ça s'est plutôt maintenu. Mais nous, on profite d'une clientèle qui représente 60% de notre clientèle, donc une clientèle touristique. Donc là, c'est sûr qu'il fallait parer un peu à cela, et on a développé justement des drives sur place ou des livraisons. Le site internet aussi nous a beaucoup aidé. Du côté d'Étampes, vous avez vu aussi les consommateurs venir directement chez vous se fournir et peut-être découvrir le sorgho? Oui, tout à fait. Il y a un engouement qui depuis le confinement, le premier confinement, qui est apparu pour les produits locaux, pour l'intérêt de connaître les producteurs, parce que c'est ça le grand intérêt du local, c'est de connaître son producteur, connaître comment c'est fabriqué, quel est le process, et de créer du lien et du contact. Ce qu'on avait potentiellement un peu perdu depuis quelques années dans le milieu agricole. On s'était coupé tout simplement du consommateur. Donc renouer le contact est déjà le premier point important et essentiel. Et puis par rapport à l'alimentation, le consommateur aujourd'hui se dirige quand même sur des produits qui souhaitent de meilleure qualité, qui souhaitent avec riche en protéines végétales. Vous en êtes un bon exemple au niveau des buns végétaux, qui souhaitent avoir une alimentation riche, équilibrée, et ce qui fait que oui, ils se tournent davantage. Sur la ferme, l'année dernière, on a, dans un contexte de Covid, on a à peu près accueilli un petit millier de personnes sur l'ensemble de notre ferme. Donc c'est fondamental. Et avec la différence peut-être pour la région parisienne par rapport aux Vosges, c'est que les Vosges, si on est autour de Gérardmer, c'est évident, on va acheter sa charcuterie chez vous, on va acheter du fromage pas loin, on peut tout trouver, en tout cas les produits de base dans un rayon d'1 kilomètre. Quand on est en Île-de-France,
on a presque oublié, je disais tout à l'heure que la région parisienne est une région agricole. Du côté de chez vous, du côté d'Étampes, on peut trouver du sorgho, on peut trouver du cresson à Méréville, on peut trouver beaucoup de choses finalement. On est une région riche et on oublie. Et aujourd'hui, justement, c'est dans l'idée de promouvoir notre territoire. On parle par exemple de la truite d'Étampes. Il y a un producteur de truite. On peut manger du poisson local. On peut manger en effet du cresson. On peut faire tout un repas depuis l'entrée jusqu'au même de l'apéritif végétal jusqu'au dessert en ne mangeant que des produits locaux. Allez, on va continuer à parler de tout ça. Moi, je vous retrouve dans un instant puisqu'on va aller en cuisine. Puisque les burgers sont en train de cuire, Anne. C'est ça, ils sont en train de dorer tranquillement à la poêle. Donc là, il faut combien de temps pour qu'ils soient, qu'ils tiennent après dans le burger? À peu près 6 minutes de chaque côté. Donc ça en fait, c'est le temps que la patate douce cuise, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc je vous laisse faire. Vous allez rajouter des petites choses. Alors, Classiquement sur un hamburger. Voilà, la petite crème à base d'herbe et crème végétale, donc. Un petit peu d'oignon, que des choses de saison bien sûr, donc on oublie la tomate, etc. C'est dans quelques mois. Oui. Et puis des cornichons aigre-doux. Voilà. Et si vous pouviez sentir, moi déjà ici, le parfum est plutôt sympa. Bon, bah tant mieux. Voilà. Allez, je vous retrouve dans un instant. Moi je voudrais qu'on conclue cette émission sur demain, sur l'avenir. On le voit par exemple pour le concours général agricole, il y a désormais... une application qui permet de vous géolocaliser, vous les producteurs, et puis d'aller directement chez vous. Et si on n'a pas de voiture et si on n'a pas le temps, on peut aussi commander sur Internet. Aujourd'hui, l'avenir de la commercialisation, ça passera par Internet. Pour vous, c'est une part importante? Alors, bien sûr, Internet est très important. Déjà pour faire la vitrine de l'entreprise et puis bien sûr commercer avec des personnes qui, on l'a bien vu ces temps derniers. Mais je pense que la rencontre avec le client est super importante. C'est pour ça qu'on vient sur le salon de l'agriculture et d'autres salons. Et moi, je trouve que c'est complètement enthousiaste parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Alors c'est vrai que nous, nos produits, on a plutôt des fois l'impression que ça va intéresser une clientèle, on va dire plus, qui va cuisiner ou qui va faire entre 30 et 50 ans et plus. Oui, puis il y a des goûts qui sont pas forcément des goûts de la jeunesse. Oui. Les charcuteries fumées, oui. C'est plus, ça veut dire les 50, 60 ans qui sont sensibles à ça. Voilà. Donc, mais moi, je m'aperçois vraiment que les jeunes viennent découvrir là au stand, sont attirés, trouvent le fumet beau, et je trouve qu'on a une richesse, comme disait monsieur. Dans le département, on peut aller de l'apéritif à la tisane, même on a une richesse énorme, mais on a vraiment, quand on regarde au salon d'agriculture, une diversité en France de produits énorme. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Alors même chose pour vous, le sorgho, son avenir, l'avenir de sa commercialisation dans l'alimentation passera par Internet? Alors, pour la promotion et pour la découverte du sorgho, oui, bien évidemment, parce qu'on a le sorgho, comme tout ce qui est nouveau, les gens ont besoin de savoir comment on cuisine, comment on le cultive, comment on le cuisine, quelles sont ses utilisations. Donc oui, Internet est indispensable à ce niveau-là pour trouver des recettes, pour trouver des conseils, parce qu'aujourd'hui, c'est une source inévitable. Après, ce qui est aussi fondamental, c'est de venir découvrir dans les fermes, dans les terroirs, pourquoi on cultive cette plante, quels sont ses atouts, et de lier du contact pour tout simplement faire participer à la découverte et à la richesse. Emmanuel ? Oui, je voulais rajouter juste qu'il y a une histoire derrière chacun des entreprises, des agriculteurs. Et cette histoire, il faut pouvoir la raconter aussi. Et l'histoire, ça m'amène, on a presque l'impression qu'on a préparé la transition à parler de l'histoire, de votre histoire à travers... il n'y a pas que des champs de sorgho, il y a aussi un musée. Exactement. Donc nous, dans notre ferme, on veut recréer, si vous voulez, un lieu de vie à la ferme. Parce qu'on s'est coupé avec le consommateur depuis quelques années, comme je vous disais tout à l'heure, du consommateur. Et le consommateur aujourd'hui ne comprend plus forcément comment fonctionne le monde agricole. Donc nous, on est parti du principe et à se poser la question, quelle est la place de l'agriculture dans nos sociétés? Quelle est la place de l'agriculture dans le mode de consommation? Et donc on est parti dans cette idée de transition écologique avec nos plantes, mais également d'apporter à la société quelque chose qui manquait
projet est notamment de créer ce musée sur les héros locaux du Sud-Essonne entre 1800 et 2020 pour retracer sur le territoire qui s'est illustré, comment, pourquoi et quels sont les événements marquants de notre territoire d'Étampes. Qui sont les héros du Sud-Essonne? Alors par exemple, on a Louis Blériot, qui en 1909 est arrivé à Étampes pour en faire un des berceaux mondiaux de l'aviation. Le premier vol historique entre deux villes, c'est Étampes-Artenay. Et là aussi, quand on parle de Louis Blériot, on parle aussi de tous les pilotes femmes, parce que dès l'origine, on a eu énormément de pilotes femmes qui sont... Adrienne Bollet, quelques autres. Exactement. Voilà. On a aussi, par exemple, des personnes comme Louis Moreau, qui a organisé la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. On a aussi, par exemple, le colonel Beltrame, qui est né à Étampes et a vécu à Châlons-Saint-Marc. Donc, on a tout un panel de personnes qui se sont réellement marquées, qui ont marqué notre territoire. Et à ce titre, dans un souci de travail de mémoire, on en parle. Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs, Emmanuel, c'est quand on va dans les régions pour goûter des produits, pour découvrir des produits, on découvre aussi l'histoire. On découvre le patrimoine historique chez vous aussi dans les Hauts-de-Vosges. Si on va à Gérardmer, c'est quand même un endroit absolument génial. Oui, c'est vrai que tout ça s'est vraiment bien organisé ces dernières années. Donc dès qu'il y a quelque chose de beau à voir, c'est dit. Quand il y a un bon moment à passer, on le dit aussi. Et nous, au niveau de la boutique, on organise aussi des apéros gourmets. On organise aussi des moments de rassemblement, de convivialité pour faire découvrir bien sûr nos produits, mais pas que, parce qu'on fait partie de réseaux. Et ça, le réseau, c'est super important. Le réseau humain, le réseau de qualité, voilà. Alors, il y a une question aussi que je ne vous ai pas posée à l'un et à l'autre. On voit que les chefs étoilés notamment, sont en perpétuelle recherche de nouveaux produits, de produits originaux. Est-ce que quand on est, par exemple, ce qui est votre cas, médaillé au concours général agricole, ça ouvre les portes d'endroits a priori inaccessibles comme les cuisines de chefs étoilés? Alors c'est sûr que le concours général agricole, c'est une belle carte de visite justement qui apporte un attrait sur les produits. Et oui, il y a eu des chefs qui ont contacté Madame Pierrat régulièrement ou qui travaillent avec les produits de la maison. Donc ça, c'est inévitable, c'est une belle carte de visite. Et de même question pour vous, le sorgho. Alors c'est vrai qu'il y a des chefs, je pense par exemple à Alain Passard qui cuisine les légumes, qui en a fait d'ailleurs sa marque de fabrique et sa carte de visite. Est-ce qu'aujourd'hui le sorgho arrive sur les tables des chefs étoilés? Alors, pour l'instant, non, pas encore, parce qu'il faut que le sorgho se fasse connaître en tant que produit français déjà, les produits locaux d'Île-de-France et d'autres régions qui vont, où certains agriculteurs réfléchissent à le promouvoir aussi. Donc aujourd'hui, on est encore qu'aux prémices, donc on n'est pas encore. Mais là, grâce au salon notamment, j'ai rencontré de nombreux chefs et de nombreux restaurateurs qui m'ont déjà passé des commandes pour mettre dans des restaurants d'Île-de-France le sorgho, soit en farine, soit en grains, à leur carte. Quand on viendra se balader en Île-de-France dans les mois qui viennent, les champs de sorgho, c'est à quelle période qu'on va pouvoir les voir? Alors c'est comme le maïs, on sème quand la terre commence à se réchauffer, fin avril, début mai, et on le récolte en octobre. Et ça aussi, c'est un point essentiel pour le sorgho, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter de la biodiversité dans nos champs. Au lieu d'avoir des plaines qui sont rasées au mois de juillet, on va avoir, grâce au sorgho, comme au tournesol, le maïs, des champs qui vont être encore avec des couverts, et ça va permettre de faire vivre des petits oiseaux, des perdreaux, des faisans, des lièvres, et de promouvoir la biodiversité de nos territoires. Donc elle participe aussi à ce phénomène-là. Alors, on va dans quelques instants aller goûter parce que la recette va pratiquement être terminée. Juste avant la fin de cette émission, je voulais vous présenter ce qui est pour moi une des plus belles innovations de ce salon de l'agriculture. C'est tout bêtement un sac, sauf que ce sac, une fois que vous avez transporté par exemple la charcuterie de chez Emmanuel ou le sorgho de chez Eudes, eh bien ce sac, il vous suffit de le mettre dans la terre et ça fait des fleurs. Et ça, c'est quand même une des plus belles idées de ce salon des retrouvailles ici à la porte de Versailles. Alors, je vais retrouver notre amie Anne. Les burgers sont prêts. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, c'est vraiment le hamburger qui ferait rêver les enfants. Hein. Oui, j'ai eu un petit problème avec ma poêle par contre. Ah mais ça, on n'est jamais trahi que par le matériel. Voilà, mais vous êtes extrêmement, comment dire, vous êtes un épicurien et puis vous êtes, voilà. On imagine, mais regardez comme c'est beau. Et en plus, ça sent bon. Vous voyez, c'est quand même superbe. Alors, on va le poser, on va demander
à nos amis, à nos invités de venir nous rejoindre pour goûter ce hamburger. C'est parce que c'est quand même le meilleur moment de l'émission. Installez-vous. Alors l'avantage de ce hamburger, c'est que là, je l'ai parfumé au curry. Donc j'ai mis des herbes plutôt exotiques, c'est-à-dire menthe et coriandre. Mais vous pouvez très bien le faire au paprika, mettre un peu de ketchup et tout simplement du persil. Du coup, vous avez un autre hamburger. Et il ne nous reste plus qu'à nous mettre en cuisine parce que finalement, comme on le dit depuis le début de cette émission et depuis le début de cette série, c'est de la cuisine facile au quotidien qu'on peut faire chez soi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Puis avant de rendre l'antenne, je voudrais remercier quand même toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre encore une fois le plateau de Village Semence cette année. Ça a été une aventure formidable, une aventure parfois compliquée parce que pendant des mois, on s'est demandé si on allait venir au Salon de l'Agriculture ou pas, si le salon allait avoir lieu. Alors, je voudrais en profiter pour remercier évidemment les équipes de CEMAE, celles du concours général agricole, de l'agence Connexion, les blogueuses qui nous ont fait des recettes incroyables chaque jour ici en direct en une demi-heure. Bien évidemment, toutes les équipes des émotionneurs, que ce soit au son, à l'image, à la lumière, au maquillage, au montage. Bravo et merci à tous, vous avez été formidables et à l'année prochaine.